Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce lundi 9 mai. Hausse des morts sur les routes de France. L'État a renforcé ses contrôles routiers. Ce week-end, les forces de l'ordre ont quadrillé le territoire. Alcoolémie, vitesse et faute de comportement ont été particulièrement sanctionnés. Plus de 100 points de contrôle étaient installés, par exemple, en Indre-et-Loire. La journée de l'Europe aujourd'hui, elle commémore la déclaration Schuman, considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. À cette occasion, nous nous intéresserons aux bénéfices de l'Union européenne sur les projets développés sur notre territoire avec un exemple au CHU de Tours. Et puis la mairie de Roche-Corbon honore désormais la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. 3 mots apposés hier sur le fronton de l'édifice à l'occasion de la célébration du 8 mai 1945, une cérémonie à laquelle ont assisté la résistante Cécile Roll-Tanguy et la demi-sœur d'Anne Frank, Eva Schloss. On ouvre donc ce journal avec la réplique de l'État face à la hausse du nombre de morts sur les routes. Depuis le début des vacances, les contrôles routiers ont été largement augmentés. Ce dernier week-end n'a pas échappé à la règle. Reportage samedi à la barrière de péage de Sorigny sur l'autoroute A10. La barrière de péage de Sorigny sur l'autoroute A10, l'un des 100 points de contrôle en Indre-et-Loire ce week-end. Particulièrement scruté ici, la vitesse, l'alcoolémie et les fautes de comportement. Et pourquoi je vous arrête, monsieur? Pour un excès de vitesse, vous avez été contrôlé à la vitesse. Comme cet automobiliste, 6 autres conducteurs se sont vus retirer leur permis en 1h30 de temps pour des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h. En amont de Sorigny, ils n'ont pas respecté la limitation à 90 en raison de travaux sur plusieurs kilomètres. Il ne me semblait pas rouler vite justement et malheureusement j'étais largement au-dessus de la vitesse autorisée donc voilà, je n'ai pas fait attention, on discutait dans la voiture. J'étais au régulateur de vitesse à 138 je crois, donc je suis rentré dans une zone de travaux à 90 donc ça doit être au-dessus de 40 donc voilà, retrait de permis. Au rond-point par exemple, avec les gens qui mettent pas leur clignotant, qui font n'importe quoi, ceux qui roulent sur la gauche, qui sont jamais sur leur partie de droite au niveau de la route, ceux qui ont des feux grillés, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais ça, je trouve que la vitesse, tout ça, c'est facile ça. Si les forces de l'ordre ont accentué leur surveillance ces derniers temps, c'est que le nombre de morts sur les routes en 2011 est en augmentation. Plus 12,8% au niveau national par rapport à 2010, plus 20% en Indre-et-Loire. Pour notre département d'Indre-et-Loire, nous avons à déplorer 20 victimes d'accidents de la route. Alors que l'année dernière, ce qui était déjà un chiffre fort l'année dernière, nous en étions à 14. Cette recrudescence des victimes qui est due en grande partie aux accidents sur les autoroutes. Des accidents sur l'autoroute qui peuvent rapidement se transformer en drame, comme le 19 avril sur l'autoroute A10. 4 morts dans un suraccident, notamment pour une faute d'inattention. L'alcool et la vitesse sont toujours présents, mais ce qu'on constate de plus en plus, c'est un relâchement du comportement. Donc les fautes de comportement sont de plus en plus prégnantes dans les causes d'accidents. Les fautes de comportement sont à l'origine de 40% des accidents de la route. L'utilisation du téléphone est notamment pointée du doigt, même lorsqu'il est utilisé en main libre. Il multiplierait par 3 les chances d'accident. En 2009, on estime qu'un accident sur 10 pourrait être associé à l'utilisation du téléphone portable. Renseignez-vous si vous prenez le TER demain. Un préavis de grève a été déposé. Il est effectif à partir de ce soir et court jusqu'à mercredi 8h du matin. Certains trains seront supprimés sur les lignes régionales seulement. Renseignements en gare sur les sites internet de la SNCF ou au numéro suivant, le 0800 83 59 23 ou au 36 35. Le 9 mai 1950, le ministre français des Affaires étrangères, l'europhile Robert Schuman, faisait un plaidoyer en faveur de la construction européenne. Inspirée par Jean Monnet, la déclaration Schuman est considérée comme le texte fondateur de l'Union européenne puisqu'elle débouchera en 1951 sur la création de la CECA. Le 9 mai est aujourd'hui consacré à la fête de l'Europe. L'Europe qui est présente dans notre quotidien par l'intermédiaire des fonds régionaux appelés FEDER. C'est ainsi de nombreux projets locaux qui sont soutenus par l'Europe. L'exemple au CHU de Tours, Anaïs Michaud, Julien Bernier. 2 pôles de recherche étaient à l'honneur aujourd'hui à l'hôpital Bretonneau, l'Institut des ultrasons et le centre pilote de suivi biologique des anticorps thérapeutiques.
Les équipes qui bénéficient toutes deux de financement de la part du FEDER, le Fonds européen de développement régional, travaillent à l'élaboration des techniques médicales de demain. Au centre pilote, l'enjeu est d'optimiser l'utilisation des anticorps thérapeutiques, c'est-à-dire des anticorps injectés aux patients qui ne les fabriquent pas, en vue de les soigner de pathologies parfois lourdes, comme les cancers. On doit avoir à la fois une activité hospitalière de routine, de biologie médicale, comme tous les CHU, mais également donc une activité de recherche qui permet de mieux comprendre ces médicaments, de mieux les utiliser. Finalement, on est le seul centre en France ayant cette activité où on centralise à la fois des techniques de dosage de l'anticorps dans le sang, des techniques de génétique qui permettent de savoir si un patient va être ou non bon répondeur au traitement. Au sein de l'Institut des ultrasons, on travaille notamment sur les nouvelles technologies qui pourraient être employées pour fabriquer des sondes ultrasonores. Ces instruments utilisés par exemple pour les échographies. Ces technologies nouvelles font appel à la microélectronique. Cette microélectronique que l'on sait faire par exemple chez ST Microélectronique, c'est-à-dire que l'on utilise cette fois-ci du silicium. Et ce silicium, capable de vibrer, la question se pose, est-ce que ce silicium capable de vibrer peut être mis en œuvre dans des futures sondes échographiques? Auquel cas, il pourrait y avoir un basculement de marché intéressant. Mais ces recherches font appel à de nombreux financements. Si le Fonds européen ne concerne qu'une partie du budget global, il présente néanmoins deux intérêts principaux. C'est des financements globalement relativement importants qui peuvent se chiffrer en millions d'euros. Par contre, et en même temps, et c'est ça qui est intéressant, il y a l'ardente obligation de travailler à l'échelle européenne. Donc cela fait qu'on va travailler avec des chercheurs danois, avec des chercheurs allemands, avec des chercheurs anglais ou italiens. Enfin, bon. Et ça crée un espace européen de la recherche. Sur la période 2007-2013, le FEDER a ainsi alloué 625 000 € aux équipes de recherche de l'hôpital Bretonneau, ce qui représente un peu moins de la moitié de leur budget global. Liberté, égalité, fraternité, la devise républicaine instituée par la Troisième République orne les frontons de toutes les mairies, ou presque, puisque certaines n'en sont pas dotées. C'était le cas de Roche-Cambon jusqu'à hier. À l'occasion de la commémoration du 8 mai 1945, la ville a inauguré ses 3 inscriptions avec la présence d'une résistante et d'une rescapée des camps de concentration, la demi-sœur d'Anne Frank, Maxime Kemener. La mairie de Roche-Cambon était l'une des dernières de France à ne pas avoir gravé sur son fronton la devise de la République. C'est chose faite depuis dimanche. 2 figures de la résistance avaient été invitées pour l'occasion, Cécile Roll-Tanguy, veuve et agent de liaison du colonel pendant la guerre, et Eva Schloss, rescapée d'Auschwitz et proche d'Anne Frank. Dévoiler les mots liberté, égalité et fraternité le jour de la capitulation de l'Allemagne nazie, un choix fort symboliquement. Il m'a semblé que le 8 mai était le moment de remettre de nouveau liberté, égalité et fraternité sur le fronton de la mairie, puisqu'on peut dire que sur notre sol, la guerre de 1940-45 est la dernière fois où nous avons véritablement combattu pour la liberté. Le préfet d'Indre-et-Loire, Joël Philly, s'était déplacé pour l'occasion. Après avoir déposé une gerbe au monument aux morts, il a rappelé l'importance des valeurs de la République, valeurs que les 2 femmes continuent d'incarner et de promouvoir. Il n'y a pas toujours la liberté, il n'y a pas toujours l'égalité et certainement pas toujours la fraternité. So, c'est très important qu'on s'appelle des mots, que c'est important de pas seulement le dire, mais de faire. Cécile Roll-Tanguy était chargée de dévoiler le mot liberté. La résistante a d'ailleurs rendu hommage à celles qui se sont battues pour la défendre. Quand on pense à tous ceux qu'on a laissés en route, je ne peux pas, moi, ne pas me souvenir de toutes ces choses-là. Toutes ces amies femmes que j'ai rencontrées, pour les unes, elles ont été déportées quand elles n'étaient pas aussi guillotinées en Allemagne. Je suis toujours très attachée aux souvenirs des femmes de la résistance qui n'ont pas été beaucoup honorées. 3 mots lourds de sens qui portent aussi la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour qu'ils continuent d'exister. Et à entendre les petits Roche-Corbonnais reprendre la chanson de Pierre Perret, Lily, on se dit que les valeurs universelles de la République ne sont pas complètement perdues.
Dans les résultats sportifs du week-end, le Saint-Cyr Touraine Handball a quasiment décroché son maintien sportif en LNH, la division 1. Face à Istres hier à domicile, les handballeurs saint-cyriens se sont imposés 33-31. Un match très disputé, mais qui se solde donc par une victoire du SCT. Le SCT qui est toujours dans l'expectative quant à l'avenir de sa direction et de ses finances. Et puis en foot, une nouvelle défaite du Tour FC qui se déplaçait vendredi soir chez les voisins du Mans. Score final 3-0, un match qui comptait pour la 34e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux pointent ainsi à la 12e place du classement et le TFC reçoit demain soir Dijon. Pour associer les Tourangeaux à la construction du Vinci, les habitants de Tours avaient reçu des petits morceaux de pierre. Ces morceaux, une fois rapportés et signés, allaient constituer la première pierre officielle de l'édifice. C'était il y a 20 ans. Ce week-end, la direction a voulu marquer le coup en organisant des journées portes ouvertes. L'occasion pour les visiteurs de visiter ce qu'ils ne peuvent voir. Voici la face cachée du Vinci. Il était à l'époque décrié. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le centre des congrès Vinci fait partie du paysage tourangeau. Mais il a surtout permis à Tours de devenir cette ville de congrès grâce à ses 3 auditoriums offrant 3000 places, ses 4000 mètres carrés d'exposition et sa vingtaine de salles de commission. On est en ce moment à 3000 manifestations accueillies. 2 500 000 personnes ont eu l'occasion de franchir les portes de Vinci. Et quand on rentre dans les détails, ça représente par exemple 650 congrès. Même si les spectacles, c'est une portion importante de notre activité, ça ne représente ceci dit que entre 16 et 20% de l'activité du centre de congrès, tout le reste étant des manifestations professionnelles. L'œuvre de Jean Louvel culmine à 15 mètres de hauteur, mais il y en a autant sous terre. Des espaces pour une part inconnue du grand public, à commencer par ce tunnel de livraison directement relié à une entrée technique située boulevard Horteloup. C'est par ici que passe tout le matériel qui entre et qui sort du Vinci. Donc en fait on est à moins 6,70 m sous terre, qui nous permet en fait de rejoindre le Vinci, donc le bâtiment lui-même, au quai de livraison, qui passe en fait sous la rue Palissy, qui est au-dessus de nous. On passe sous l'office de tourisme pour rejoindre en fait 2 monts de charge de 9 tonnes. Un système ingénieux qui connaît ses encombrements, mais qui dessert tout le Vinci par un système de monts de charge et par cette autre partie de 150 mètres débouchant directement dans les coulisses de l'auditorium François Ier. Des salles qu'il faut connecter grâce à une dizaine de kilomètres de câbles, tout autant en tuyaux pour la ventilation. Une tuyauterie qui, au passage, est certainement l'une des mieux entretenues de France, nettoyée une fois par an, l'été. Le directeur technique de l'établissement tient en effet à garder ses sous-sols propres. Et c'est justement dans le fin fond de ces sous-sols que le Vinci nous réserve une petite surprise. La présence d'une source continue dont l'eau est recueillie ici avant d'être renvoyée par ses pompes dans les égouts ou dans l'étang du préfet. Donc en fait le Vinci, c'était un rectangle qui a été creusé avec des parois moulées, et en fait entre la roche et les parois moulées, il y a une réserve d'eau qui coule en permanence, ce qu'on appelle nous la source, et c'est récupéré ici dans ces pompes de drain. Donc en fait on récupère entre 6 et 12 mètres de cubes d'eau par heure. Rien d'étonnant entre Loire et Cher. D'ailleurs, au moment de la construction du Vinci, un ancien bras de la Loire avait été découvert. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle politique avec l'invité de la rédaction. C'est Bruno Lavillate qui s'y colle. À tout de suite.